Bien. Pour démarrer ce conseil municipal avant les fêtes, après avoir excusé Jean-Michel Thirion qui donne procuration à Casimir Pretz, Nadine Morisseau qui donne procuration à Sandrine Taichen, Marie-France Lecar-Niles, Olivier Corman qui donne procuration à Jean-Marie Reiter et Caroline Bettemont à moi-même. Si vous êtes d'accord, je vous propose de rajouter 2 points à l'ordre du jour. Contrat de ruralité et sécurisation du portail d'accès de l'école élémentaire Jean-Marie Pelle. Sécurisation du portail d'accès de l'école élémentaire Jean-Marie Pelle. On est d'accord? Oui. Si. Premier point de l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 novembre 2016. Quelqu'un est contre? Oui, nous. 2 contre? 2 contre, et également, je ne suis pas tellement d'accord avec le décompte qui a été fait. Pour moi, je pense qu'il y a eu une inversion, parce que sur le point 9, vous mettez 13 voix pour et 2 contre. Moi, il me semblait qu'on était 3 contre. Et pour le point 14, donc à huis clos, vous mettez 3 contre, et il me semble que nous étions juste 2 contre. Alors, est-ce que vous n'avez pas inversé? Non, je n'ai pas inversé. J'ai regardé le déroulé du film. Je n'ai pas vu la 3e personne voter contre. Par contre, vous faites référence à Mme Niles, qui m'a fait un courrier que je vous lis. La lecture du compte rendu de la séance du conseil municipal du 21 novembre rappelle de ma part les observations suivantes. Point 9, convention musée des postes. Résultat du vote, 13 votes pour, 2 votes contre. Vous avez considéré que j'adhérais à la signature de cette convention alors que le sens de ma question pouvait pourtant laisser penser que je n'y étais pas favorable. Le vote n'ayant pas eu lieu dans les formes requises, je vous demande par conséquent de tenir compte de mon désaccord sur ce point, d'autant plus que le cadre juridique et réglementaire ainsi que la gestion de l'occupation n'ont pas vraiment été discutés. Donc, dont acte. Voilà, donc je vous ai fait part du courrier, ça figurera au compte rendu de la réunion. Quelques communications, puisque le dernier conseil municipal est assez récent. Donc en ce qui concerne les travaux en cours, actuellement, les travaux se déroulent, ont démarré depuis la fin novembre sur la placette de l'église, au droit de l'église. Je vous rappelle qu'on fait une rampe handicapée plus l'aménagement de la placette. L'entreprise va essayer de terminer cette placette avant les fêtes de Noël, puisqu'après ils sont en congé 3 semaines. En ce qui concerne les orgues, la restauration continue et la prochaine réunion de chantier a lieu le lundi 16 janvier à 14 h. J'ai eu un courrier, était destinataire d'un courrier de la communauté de communes qui peut vous intéresser. Le SIAU, donc le service d'instruction des autorisations d'urbanisme, déménage, quitte les locaux de la communauté pour aller au 7 rue Saint-Exupéry à Cattenom, donc ce qui est l'ancienne périscolaire de Cattenom que la communauté de communes a racheté. Et cette extension avait été achetée dans un premier temps pour augmenter la capacité d'accueil de la crèche qui est attenante, qui elle est restée en place. Les services de la CAF n'ont pas accepté de financer une quinzaine de places supplémentaires, ce qui fait qu'on a donné une autre destination à ces bâtiments. Donc ce bâtiment va accueillir à partir du milieu de cette semaine, du 15 décembre exactement, donc les 5 agents du SIAU et les 2 agents du service enfance. Et donc pour moitié de ce bâtiment, et l'autre moitié servira donc à la crèche existante avec des salles communes comme salle du personnel, vestiaire, etc. Voilà, donc. Sachez que si vous avez à vous rendre au SIAU pour des rendez-vous, ce n'est plus dans le bâtiment communautaire, mais au 7 rue Saint-Exupéry. Je vous rappelle également que les horaires de permanence sont
les mardis et jeudis de 8h45 à 11h45 ou avec sans rendez-vous. Vous adresser donc pour faire part d'un courrier de remerciement suite à notre subvention qu'on a versée pour l'opération de solidarité de défense 2016. Donc le général de corps d'armée nous remercie. Votre geste au profit de nos blessés et de nos familles endeuillées nous touche beaucoup et démontre votre attachement à ceux qui nous défendent. Soyez-en sincèrement remerciés. Robert, toi, tu avais été à l'invitation? Non, tu n'avais pas pu y aller. Vous dire également que les inscriptions sur liste électorale se terminent le 31 décembre. Et comme le 31 décembre est un samedi, nous ferons une permanence en mairie de 9h à 11h le 31 décembre, le samedi 31 décembre, pour les derniers, pour les retardataires qui ne se seraient pas inscrits. Et puis, on a également eu une réunion récemment à la communauté de communes, dont l'objet était l'accélération du programme de voirie sur les voiries d'intérêt communautaire. Donc, le précédent programme se terminait en 2024-2025 et la volonté de la communauté de communes, c'est de terminer le programme sur les VICC pour fin 2020. Donc, les derniers chantiers sont au moins engagés en 2020, même s'ils se terminent l'année suivante. Ce qui fait que, hormis, donc en ce qui concerne notre commune, hormis la place de Gargan, j'y reviendrai, qui est un cas particulier, Ézin est avancé en 2017, la route de Thionville 2019, donc là il n'y a pas de changement. Pour l'instant, la place de Gargan est placée en 2020, puisque vous savez que pour que la place de Gargan puisse se réaliser, il faut d'abord construire le bâtiment d'accueil. Or, le bâtiment d'accueil, pour l'instant, est toujours programmé, puisqu'il y a un permis de construire qui a été déposé pour ce bâtiment, donc il est toujours d'actualité. Sauf que les subventions, jusqu'il y a quelques jours, étaient tombées à zéro, et que le président de la communauté de communes ne peut plus investir, non seulement dans la citadelle, mais également sur d'autres projets, s'ils ne sont pas au minimum subventionnés. Hormis l'intervention de sécurité sur les remparts de Eusimère, qui n'est pas subventionné non plus, mais qui va être réalisé cette année. Et c'est à ce sujet que est intervenu, donc, suite à des réunions ministérielles et interministérielles dans le courant de l'année, l'État propose aux intercommunalités et aux communes un contrat de ruralité, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, suite à mon intervention au conseil communautaire, la construction du bâtiment d'accueil de la citadelle sera inscrite en point numéro 1 du contrat de ruralité qui a été validé par le comité de communes il y a quelques jours et que je vous demanderai de valider tout à l'heure. Donc, sachez déjà que le bâtiment d'accueil y est inscrit. Ce contrat de ruralité va être signé avec l'État, le sous-préfet ou le préfet dans les premiers jours de janvier et interviendra donc pour 2017. Donc le bâtiment d'accueil, c'est un contrat qui va couvrir les années 2017 à 2020 et le bâtiment d'accueil de la citadelle est inscrit pour 2017-2018. Voilà. Ce qui fait que dès que ce chantier est terminé, on pourra dans la foulée réaliser la place de Gargan. Donc on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, plus en détail dans le point de l'ordre du jour que j'ai demandé qu'on puisse ajouter. Contrat de ruralité. Alors, rejet du recours dirigé contre le permis de construire, délivré le 15 septembre 2016 à M. Artampe. Donc, notre avocat a étudié le dossier qu'on lui a fourni et il m'a demandé donc de faire le courrier à Mme Bernadette Zahn, 3 rue de la Forêt à Évanges, Maestroff-la-Grande, daté du 29 novembre 2016. Objet, rejet de votre recours gracieux dirigé contre le permis numéro 2 de 2016. Madame, par courrier du 30 octobre 2016, réceptionné en mairie de Rodemack le 14 novembre 2016,
et dont j'ai accusé réception le 18 novembre 2016, vous avez formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 15 septembre 2016 à M. Arcan. À l'appui de votre recours, vous faites état de votre crainte relative à une éventuelle perte d'ensoleillement, ainsi, entre guillemets, qu'une instrumentation d'une rue avec un lieu-dit qui est le Landgarten. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer une quelconque illégalité du permis de construire accordé. Au préalable, je me dois de souligner que votre recours gracieux est irrecevable parce qu'il a été effectué en méconnaissance des dispositions de l'article R600-1 du Code de l'urbanisme, lequel prescrit, je cite, en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme ou décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. En l'état, vous n'avez pas notifié dans le délai de 15 jours copie de votre recours gracieux, qui est un recours administratif au sens du texte précité, à M. Arcan, bénéficiaire de l'autorisation. Dès lors, pour cette raison déjà, je ne puis faire droit à votre demande. Quant au fond du dossier, j'attire votre attention sur l'article L424-5 du Code de l'urbanisme qui encadre précisément les possibilités de retrait d'un permis de construire. La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de 3 mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et les permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leurs bénéficiaires. Pour que je puisse faire droit à votre recours gracieux et retirer le permis de construire, il aurait fallu que vous apportiez la preuve de son illégalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vous redoutez une perte d'ensoleillement pour vos parcelles de jardin situées à côté du projet. Le permis de construire ne sanctionne que le respect des règles d'urbanisme, hauteur, implantation de la construction desserte, et non pas des règles de droit civil, ce qui est exprimé par la mention figurant en bas de toute autorisation d'urbanisme au terme de laquelle, je cite, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers. Une perte d'ensoleillement, si elle existe, relève des troubles du voisinage dont seul le juge civil peut connaître et uniquement s'il est apporté la preuve d'un trouble anormal. En aucun cas, ce motif ne peut fonder l'illégalité du permis de construire. Enfin, j'observe que les parcelles de jardin dont vous faites état sont en friche. Deuxièmement, vous indiquez ensuite que vous constatez une instrumentation d'une rue avec un lieu-dit qui est le Landgarten. Je crois comprendre que vous voulez parler d'une confusion entre une rue et un lieu-dit. Là non plus, il ne s'agit pas d'un motif permettant de conclure l'illégalité du permis de construire, car le service instructeur n'a pas eu de difficulté à situer le projet, qu'il ait été mentionné rue ou lieu-dit Landgarten sur le formulaire de demande. La présente rejet de votre recours gracieux et ouvre à votre profit à compter de sa réception un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation dirigé contre la présente et le permis de construire délivré le 15 septembre 2016 à M. Arcan. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'est plus possible depuis le 15 novembre dernier de procéder à un recours hiérarchique auprès du préfet dans la mesure où le permis de construire a été affiché sur le terrain depuis le 15 septembre 2016. Les voisins disposent d'un délai de 2 mois à compter de l'affichage sur le terrain pour former un recours et que la prolongation des délais de recours par l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, ne permet qu'une seule fois de proroger les délais de saisine du tribunal administratif. Voilà, donc c'est le rejet du recours gracieux dirigé contre le permis de construire. Donc ils ont la possibilité d'aller au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la réception de notre courrier, c'est-à-dire le 30 novembre. Voilà, c'est une communication. Alors, une autre communication, document d'information communale sur les risques majeurs, DICRIM, plan communal de sauvegarde, PCS, communication.
Donc comme le préfet de la Moselle nous l'a demandé par courrier du 19 octobre, nous a demandé donc de rédiger un plan communal de sauvegarde, PCS, avant la fin de l'année. Et préalablement au PCS, il faut réaliser dans les mêmes conditions le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Donc au vu de ce courrier, j'ai demandé à Robert, aidé de Sandrine, non seulement de rédiger ce document, mais également de le mettre en forme pour qu'il puisse être distribué à toute la population. Le DICRIM sera distribué à toute la population. Auparavant, on l'a transmis au service de la préfecture qui va le viser et l'amender si nécessaire, c'est quelque chose qui ne convient pas. Et ensuite, il sera distribué à toute la population, puisque le DICRIM a pour objectif de permettre à chaque citoyen de mieux connaître l'environnement dans lequel il vit, de mieux réagir et d'avoir les bons réflexes dans l'éventualité d'une alerte. Donc ça concerne, l'alerte peut concerner la météo, les inondations, tempêtes, mouvements de terrain et tout ce qui est risque nucléaire. Voilà. Donc ce document, on va attendre qu'il revienne de la préfecture. Ça peut être actualisé en permanence. Chaque fois qu'il y a un élément nouveau, il faut l'actualiser. Et donc ce qui suit, c'est le plan communal de sauvegarde qui, lui, reste à la mairie et qui prend en compte toutes les mesures destinées à assurer la protection des habitants en cas d'événements affectant directement le territoire de la commune. Donc ça, ce sont sous la direction du maire, les élus, adjoints particulièrement, ou d'autres personnes qui sont susceptibles de consulter ce document en mairie et de le suivre lorsqu'il y a des difficultés pour les populations au sein de la commune. Et donc le PCS est également parti en préfecture pour validation. Donc merci encore à Robert et Sandrine pour le travail qui a été fait. Et donc pour aujourd'hui, on mettra dans le compte rendu du conseil municipal que le maire informe le conseil de la rédaction d'un document d'information communale sur les risques majeurs, DICRIM, qui sera distribué à toute la population dès validation par les services de la préfecture. Le maire informe également le conseil municipal de la rédaction d'un plan communal de sauvegarde qui prend en compte toutes les mesures destinées à assurer la protection des habitants en cas d'événements affectant directement le territoire de la commune. Et le DICRIM a pour objectif de permettre à chaque citoyen de mieux connaître l'environnement dans lequel il vit, de mieux réagir et d'avoir les bons réflexes dans l'éventualité d'une alerte. Donc ça, c'est le terme officiel. Donc sachez que ça existe et que c'est fait au niveau de notre commune. Donc le point suivant s'agit également d'une communication. Donc j'ai été informé le 10 août dernier par le département de la Moselle, un courrier du président du conseil départemental, M. Patrick Buyten, adressé au maire de Rodemack. Monsieur le maire, le département de la Moselle est propriétaire du bien immeuble dénommé Centre d'exploitation routière de Rodemack, cadastré section 50, bande Rodemack, numéro 216 pour 40 arts 87 centiares et numéro 117 pour 33 arts et 5 centiares. Le département n'ayant pas d'intérêt particulier à conserver ce bien au sein de son patrimoine, compte tenu de l'organisation des services départementaux sur le secteur de votre commune, souhaite le céder. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir par retour de courrier si votre commune était intéressée pour acquérir cet immeuble. Donc les services du département, qui étaient à Rodemack depuis un certain nombre d'années, ont quitté les locaux et ont intégré les locaux de Rethel. C'est trop beau à Rodemack, À côté du silo, à côté des ateliers municipaux. Et donc le département, par mesure d'économie, a fermé un certain nombre de centres d'exploitation cantonaux. Cantonaux, ça veut dire un par canton.
Et donc, et elle les a regroupés. Donc nous, les employés de Rodmast sont partis sur Rethel, et c'est le centre de Rethel qui va couvrir notre secteur. Et donc, par ce courrier, le département nous fait savoir officiellement qu'ils sont prêts à céder ce bien. Donc il y a des bruits qui circulaient déjà depuis plusieurs années. Moi, j'avais fait un courrier au président du département en 2013 déjà, pour avoir des informations sur ce sujet. À l'époque, il ne m'a pas répondu. Et donc là, maintenant, c'est officiel depuis fin août. Donc moi, j'ai répondu, avec l'accord de mes adjoints, j'ai répondu dans les jours suivants, le 26 août, pour dire que j'accuse réception, monsieur le président du conseil départemental, j'accuse réception de votre courrier du 10 août, par laquelle vous informez notre commune de votre volonté de céder les biens cadastrés section 50, parcelles 216 et 117. Pardon. Aussi, j'ai le plaisir de vous faire savoir que notre commune pourrait être intéressée pour acquérir prioritairement la parcelle numéro 216, celle dédiée à 2 bâtiments, les garages et l'abri à sel, pour éventuellement y installer nos ateliers municipaux, actuellement dans l'ancienne gare voisine du centre d'exploitation, dans lequel bâtiment dans lequel nous commençons à être à l'étroit. Cette acquisition pourrait se faire si le prix fixé par vos services après estimation de France Domaine était compatible avec les finances de la commune. Voilà. La parcelle 117 pourrait être cédée à l'exploitant agricole voisin, M. Bertrand Laïc, si cette proposition lui convient. Donc nous, on n'aurait pas besoin, donc il y a actuellement tout ce qui est les 2 bâtiments et le terrain qui est entouré d'un grillage. À l'extérieur du grillage, il y a la parcelle 117 qui est contiguë à la propriété laïque, et qui pourrait l'intéresser. Il a fait part de son intérêt au département. Voilà. Donc, comment il l'a su, lui? Il l'a su avant moi. Il a fait déjà un courrier, il a fait un courrier au département au mois de mai, alors que nous on a été avisés officiellement fin août. Il a su, ça je ne sais pas comment. Voilà. Donc il serait intéressé par ce terrain pour l'exploiter, pour faire une activité complémentaire à l'activité qu'il fait actuellement. Donc voilà la réponse que j'ai faite au département. Comment il fixe le coût, en fait? Il prend une estimation par les domaines, et ensuite il fixe le prix. Donc, en retour, j'ai eu un courrier du M. Biden, toujours. Monsieur le maire, j'ai bien noté l'intérêt que vous manifestez par courrier du 26 août pour le centre d'exploitation routière situé sur le bord de votre commune. Aussi, en retour, je précise que Mme Attel, du service de la gestion financière immobilière à la direction des constructions, prendra contact avec vous afin de vous tenir informé du montant de l'estimation de France Domaine, des réceptions, ainsi que des modalités de désaffection future des biens par le département. Par ailleurs, j'ai pris acte que la parcelle 117 pourrait être cédée à l'exploitation agricole voisine, l'exploitation agricole voisin, M. Bertrand Laïc. Voilà. Depuis le 14 septembre, je n'ai pas de nouvelles de quelconque estimation ou d'un quelconque prix de vente. Donc, j'estime que pour l'instant, je vous communique ces éléments-là. Ce qu'on peut faire en attendant d'avoir l'estimation, je peux demander au service du département qu'on puisse visiter les locaux. Bon, moi je les connais, mais je suppose que vous ne les connaissez pas, parce que c'était occupé jusque-là par les services du département. Et puis lorsque on aura l'estimation et donc le prix de vente, on discutera autour de cette table. La partie extrême qui est à côté de l'ancien secrétaire de mairie, elle est dans une zone constructible, là? Alors, la parcelle 216 est en zone constructible, puisqu'il y a 2 bâtiments sur le terrain, et la parcelle 117 est non constructible. Ça revient à dire que si demain on achetait ce terrain, on pourrait le morceler pour vendre une partie en terrain à bâtir. Non, justement non, parce qu'on ne peut pas construire à plus de 100 mètres, à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole. Donc Franck Zachor, il a pu construire, il est vraiment à la limite. Voilà. C'est ce que j'ai dit à la personne du département qui s'occupe de ça. J'ai dit le terrain il est en zone
constructibles, mais inconstructibles. Voilà. Donc il faudra qu'ils en tiennent compte pour le prix. Hein. C'est vrai que c'est un jeu qui a la formalité. Et à l'heure actuelle, les ateliers municipaux existants, ils ne suffisent pas. Ben, C'est l'opportunité. Ça commence à être juste. Ça commence à être juste parce qu'on a plein de matériel, on arrive encore, on arrive à rentrer les véhicules, on arrive les matériels de fauche et tout ça, les tondeuses sont sous la mairie, les bacs à sel sont dans les anciens vestiaires du terrain de sport, et on a encore plein, on a les sacs de sel, de sable, qui sont autour du bâtiment. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, ce grand bâtiment, il a quel statut? Il est acquis tout le bâtiment de la mairie. Alors l'ancienne gare, le bâtiment d'ateliers municipaux appartient à la mairie, et les silos qui sont derrière appartiennent à l'UCEDO. Et il y a une partie aussi, il n'y a aucun bâtiment qui va avec le silo. Juste le silo et le bureau, c'est tout. C'est tout, oui. Ouais. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas repris tout le bâtiment, eux, d'abord. Si, ils avaient acheté l'ensemble. Ils avaient acheté l'ensemble. Et le bâtiment. Et ils ont rétrocédé à la commune. Ils ont acheté l'ensemble, tout le terrain. Ils ont rétrocédé deux choses à la commune. Ils ont rétrocédé le bâtiment, où il y a les ateliers municipaux, et ils ont rétrocédé le terrain. Ils ont vendu le terrain où la commune a pu construire la caserne. Sinon, le bâtiment de l'ancienne gare, atelier municipal, c'est que l'emprise du bâtiment, on n'a pas de terrain autour. Et la caserne, le petit terrain devant qui est matérialisé. Pour l'instant, je vous informe de ce que moi je sais, et puis on sera amené à en débattre. Il est vrai que si les prix de vente étaient dans nos cordes, là on est paré, on peut tout regrouper au même endroit. C'est clôturé, Il a un bureau, voilà. Donc pour l'instant, ce que la délibération que je vous propose, monsieur le maire informe les élus de la volonté du département de céder le bien cadastré section 50 numéro 216 et 117. La commune pourrait être intéressée pour y installer ses ateliers municipaux à condition que le prix de vente soit compatible avec les finances de la commune. Dans l'attente de la communication du prix de vente, le maire propose aux élus une visite des locaux. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas plus. Voilà. Alors, subvention de fonctionnement 2016 aux associations locales. Donc, comme tous les ans, les associations avaient jusqu'au 15 novembre pour faire leur demande de subvention. Donc, au 15 novembre, on a réceptionné un certain nombre de demandes complètes, hein, avec le compte rendu de la dernière Assemblée générale, le bilan financier approuvé lors de cet AG, et le bilan financier consolidé avec les extraits antérieurs et les extraits de banque correspondants. Donc, au 15 novembre, on a eu une demande de l'UCEP, de l'Amicale Sapeurs-Pompiers, des Allumés, des AVP, Vieille Pierre, du tennis, du handball, du foyer socioculturel et de Crocard. Les associations qui n'ont pas fait de demande, le Judo Club, Ron Macadam, Centre Pelt et APE. Donc, première remarque que je voudrais faire, on a eu l'occasion de discuter antérieurement au conseil municipal à propos de la subvention de l'Olympique Ron Macadam. Donc, je souhaitais vous faire avaliser la phrase suivante. Comme convenu lors d'un précédent conseil municipal, les associations qui n'ont pas fait de demande à ce jour, donc la date limite au 15 novembre, on n'attribuera pas de subvention aujourd'hui. Leur demande sera examinée au conseil municipal qui suit leur demande effective dans l'année qui suit. C'est-à-dire que si quelqu'un, pour 2016, fait une demande en 2018, on l'examine plus. Voilà. Ils ont éventuellement, s'ils n'ont pas eu le temps ou pas eu les moyens ou le matériel ou autre, de faire leur assemblée générale, ils peuvent la faire en début 2017 ou 2015. C'est un peu tard, mais bon, on leur laisse une année pour... quelle que soit l'association. Quelle que soit l'association.
quelle que soit l'association. Parce que c'est l'handball, il y avait 2 ans Oui, de retard. Oui, voilà les 2 ans de retard. Et à ce moment-là, la remarque avait été faite que, et je pense que la remarque était valable, parce que Pour pas cumuler plusieurs années. Parce que là, pour pas cumuler, on payera avec une année de retard, mais c'est tout. Alors, pourquoi ces assos n'ont pas fait de demande, j'en sais rien. J'ai pas de nouvelles du judo depuis que M. Taputo a arrêté. Je sais que le judo continue à Rodemack, mais j'ai pas de nouvelles du nouveau président, du nouveau comité, je n'ai aucune nouvelle. Je n'ai même pas l'adresse du président. Voilà. Donc on ne versera pas de subvention. Rodemack Adam, on a eu des contacts avec eux récemment parce qu'ils ont annulé une soirée au foyer, mais pas de demande. Le centre Pelt, pareil. Et l'APE, au cours des dernières réunions, on m'a dit que c'était imminent, que ça allait être déposé sous le bureau du maire. Pour l'instant, j'ai rien. S'il le dépose dans les prochains jours, on l'examinera lors du prochain conseil municipal. Donc ça, c'est les deux premières remarques. J'aimerais proposer également, l'année dernière, on a distribué 21 600 € de subventions à l'ensemble des associations sur une année. Comme on a déjà diminué, j'aimerais qu'on diminue jusqu'à 21 000. Parce qu'en examinant les comptes des assos, aucune assos, enfin moi celles qui ont fait une demande, aucune assos n'a de problème financier, loin de là. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de reconduire, pour gagner les 600 €, on reconduirait les subventions de l'UCEP à 305 €, l'amicale des sapeurs-pompiers 1300, les AUB 460, les AVP 600, le tennis 1900, l'Olympique Rodemack Handball, on baisserait de 300 €, compte tenu du fait qu'on a déjà baissé antérieurement, mais ils étaient à un niveau, quasiment au niveau national, et puis ils ont rétrogradé, au moins l'équipe première, a rétrogradé dans plusieurs divisions. Hein. Mais bon, il y a les jeunes derrière, hein, il y a les jeunes garçons, les jeunes filles de 11 ans, de 13 ans, etc., etc. Donc ils auraient une subvention quand même de 1350 €. Hein. Et puis on leur a quand même versé récemment les subventions de 2 années en arrière. Hein. Je pense qu'au niveau financier, ils n'ont pas de problème. Hein. Foyer socio-culturel 4090 et Procard 150. Donc il faudrait donc ça fait 17 155, pour arriver à 21 000, il faudrait qu'on retranche 300 € entre les 3 ou 4 associations qui n'ont pas fait de demande. Voilà. Comme ça, on dépenserait 21 000 sur l'année. Donc on limite les demandes à un an, hein, pour ne pas renouveler. Tout le monde est d'accord? Pas d'opposition? Merci. Alors, donc ça c'est un dossier qui est déjà ancien, pas au niveau du conseil municipal, mais au niveau de la communauté de communes. Donc là maintenant on arrive à un moment où il faut prendre une décision. Il y a un certain nombre d'années, j'ai plus la date exacte en tête, mais ça fait plus de 10 ans, ça fait peut-être 15 ans, le département a réalisé le circuit de la Bolaire, donc en piste cyclable, et a ensuite rétrocédé la piste à la communauté de communes de Catenin. Le principe voulait que la piste soit réalisée en race campagne entre les communes ou entre les hameaux et les communes centres, en passant par Bolaire, Évange, Weistroff, Cattenom, etc., etc. Et le départ et l'arrivée, une arrivée est ici au terrain de sport, à l'ancien terrain de sport, au parking de la route de Mondorf. Sauf que, donc ça c'était comme ça figure sur tous les plans de l'époque, ça figure sur les prospectus, sauf que la partie entre Folbach et Rodemack s'arrête à un moment donné en race campagne,
le département n'a pas voulu, n'a pas accepté de réaliser les travaux jusqu'à l'entrée de l'agglomération, qui est à peu près au niveau de la route de contournement, n'a pas voulu réaliser ces travaux au motif que c'était trop dangereux d'amener les cyclistes dans ces virages. Et ils se sont refusés à le faire. Et depuis cette date, la communauté de communes n'a pas pris le relais du département. Les services techniques de la communauté ont pris l'initiative de réaliser un projet alternatif qui passe sur le ruisseau à l'extrémité de la piste où elle arrive actuellement, qui traverse le ruisseau à cet endroit-là et qui prend l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'aux ateliers municipaux. Et à ce moment-là, les gens sont en sécurité jusque-là et en sécurité dans la piste piétonne jusqu'à la route de Mont, jusqu'au parking de la route de Mont. Voilà. Les services techniques de la communauté ont fait ce tracé alternatif, une estimation le 30 novembre 2010. Ça nous a été présenté au bureau communautaire du 30 novembre 2010. Au sein de la communauté, il y avait d'autres tronçons comme ça qui devaient être réalisés, et donc ça a été étalé dans le temps, au motif qu'il n'y avait que 100 000 € qui étaient dégagés pour ces pistes cyclables par an. Et le coût qui a été estimé en 2010, le coût pour la piste cyclable, coût estimé par les services techniques de la communauté, était de 155 000 €. Donc en 2010, qui a été présenté au bureau, c'est que Rodemack, le tour de Rodemack arrivait en 2014-2015. Et donc depuis 2014-2015, chaque année, je sollicitais les services de la communauté, enfin principalement le président et les vice-présidents concernés par les travaux et le tourisme, je les sollicitais pour que ces 155 000 € soient inscrits au budget. Je dois dire que je n'ai pas eu gain de cause. Et ça m'a été confirmé de manière définitive, parce que j'ai demandé un courrier officiel du président, ça m'a été confirmé de manière définitive, mais je le savais déjà, parce que je siège au bureau communautaire, ça m'a été confirmé par un courrier du 30 novembre, me disant que la CCCE n'intervient plus en matière de création de pistes cyclables en site propre depuis le changement de positionnement du conseil départemental qui ne prend plus en charge les acquisitions foncières correspondantes. Donc le département a réalisé la boucle de la Bolaire et après a dit stop. Et la communauté de communes ne veut pas prendre le relais. J'ai essayé d'employer l'argument en disant que ce n'était pas une nouvelle piste cyclable en site propre, mais que c'était la réalisation d'une piste cyclable qui n'avait jamais été réalisée à l'origine, pour les raisons que j'ai évoquées. Les services de la communauté, le président, les élus concernés. Parce que là, on n'est pas dans le même cadre, c'est un chemin rural communal. Oui, oui. Mais moi, ce que je veux juste savoir, est-ce qu'on maintient ces cohabitations, chemin rural et pistes cyclables, ou est-ce que vous voulez dédier ça uniquement aux pistes cyclables? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait imposer que les tracteurs passent par la route de Folbach, traversent Succès, oui, et puis ils accéderaient au champ. Et du coup, même tout l'emprise deviendrait piste cyclable. Ça on peut en discuter avec les personnes concernées. Ça sera un autre prix, là, parce que si vous parlez d'élargissement, faudra élargir si on fait une piste cyclable, parce qu'il n'est pas très large. L'idée dans notre esprit, le responsable des travaux, Jean-Marie et moi, et puis avec les adjoints, on a discuté, l'idée c'était de faire la piste cyclable. Il n'y a pas besoin d'une piste cyclable de 3 mètres de large, de 2,50 mètres de large. 1,50 mètre à 2 mètres, ça suffirait. Et à ce moment-là, on le ferait dans le milieu du chemin, ce qui permettrait aux tracteurs de circuler à cheval sur la piste, ou une roue sur la piste et une roue sur la... Voilà, à cheval. Maintenant, il est certain qu'ils peuvent descendre par le gué. Mais là, je vais expliquer pourquoi on en est arrivé là. Mais juste par rapport à ce que je disais, il y a quand même un certain intérêt. Dernièrement, il y a un an ou trop de temps, on avait fait une marche et on a utilisé ce chemin. Et je m'aperçois que de plus en plus de gens utilisent ce chemin pour la promenade. Et c'est vrai que le cadre est beau. Donc, quelque part, je dis, il faudrait peut-être valoriser ça aussi, parce qu'on arrive dans le village, ça aurait tout un attrait. Après, Sauf que la gêne, les
vois pas quels sont les agriculteurs qui l'utilisent de ce sens-là. Il ne doit pas y en avoir 50 non plus. Il y a Georges-Jacques Belfragé et le tracteur Codinac. Sachant que Ceci dit, pour en revenir, c'est tout à fait vrai, mais actuellement, les vététistes ou les promeneurs ou les marcheurs peuvent passer par là, et il y en a beaucoup qui marchent par là. Sauf qu'avec un vélo normal, et surtout, moi, ce qui me remonte des habitants de Rodemack, c'est que les parents ne veulent pas y aller sur cette piste avec des enfants en bas âge, parce que c'est trop dangereux. Ils ne peuvent pas prendre le chemin, parce qu'un vélo d'enfant ou un vélo course normal, on ne peut pas prendre le chemin. Et donc cette piste n'est pas utilisée. Deuxièmement, il y a les enfants de Folbach, ou les gens de Folbach, ils prennent la piste, eux, ça leur suffit, ils viennent jusqu'à l'entrée de Rodemack, ils font demi-tour et ils retournent à Folbach. Donc pour eux, la piste, elle sert. Pour les gens de Rodemack, elle ne sert pas. Et elle ne sert pas non plus aux enfants de Folbach qui, l'été, plutôt que de prendre le bus, viennent à l'école en vélo. Donc eux prennent la piste et ensuite prennent la route départementale à les virer. Ils ne prennent pas ce qui permettrait aux enfants des écoles de prendre l'ancienne voie de chemin de fer et d'être en sécurité quasiment jusqu'à l'entrée de Rodemack. Voilà. Donc la constatation qu'on a fait, et c'est tous les arguments que j'ai employés au niveau de la communauté, malheureusement ça n'a pas été possible, font que si on veut que cette piste serve de façon à tout le monde, aussi bien aux gens de Folbach qu'aux gens de Rodemack, il faut qu'on la continue par l'ancienne voie de chemin de fer. Mais comme initialement c'était le département qui aurait dû le réaliser, est-ce qu'on ne peut pas les solliciter pour dire... Non, le département ne veut plus. Justement, la communauté... Oui, mais dans le cadre de la spécificité du rejet qu'il avait pour secteur dangereux. Aujourd'hui, le département peut nous subventionner, j'y reviendrai tout à l'heure, le département peut nous subventionner, mais le département ne se substitue plus aux collectivités pour le faire à leur place, ce qui était le cas avec la communauté de communes. Ils l'ont fait une fois, et ils ne veulent plus le refaire. Et donc, comme le département ne fait plus, la communauté ne le fait pas non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on fasse. Donc, à partir de là, à partir du moment où j'avais la certitude que la communauté ne le ferait pas, ce qui m'a été confirmé par un courrier, j'ai dit au service de la communauté de me faire un devis descriptif et estimatif. Et les services de la communauté m'ont fait, alors là, un devis, vous êtes tous assis, 210 000 euros. Alors c'était 155 000. Ils me font, alors j'ai regardé le détail, donc ils font une piste cyclable normale, sauf que ils sont à l'extrémité de la piste cyclable, là où elle s'arrête actuellement, ils mettent un pont, un pont en bois sur le Folbach, de 20 mètres de long. Parce qu'ils vont rester dans l'alignement Voilà. pour ne pas faire un virage Voilà. à l'angle droit. Et donc ce pont, il l'estime à 95 000 euros. Et tout le reste est à l'avenant. Donc c'est totalement impossible qu'on fasse un projet à 210 000 euros. Moi je les refuse. 210 000 euros, c'est aussi cher que tout Aisin. Parce que le pont, il n'a pas besoin de suivre le cheminement. On l'a en allant vers Fixen, puisqu'ils l'ont fait à angle droit. Voilà. Le pont à Donc ça c'est totalement impensable qu'on réalise un projet de 210 000 euros. Donc je refuse de le proposer au conseil municipal. Je compare avec Aisin. À Aisin, on a fait le chemin piétonnier de Rodemack jusqu'à Aisin, et quasiment tout Aisin, pour 210 000 euros. Voilà. Donc, au motif, donc le pan pour les services de la communauté, bon, c'est Jean-Paul Weber qui est parti à la retraite entre-temps, mais chaque fois que j'ai discuté avec lui, il me disait on est obligé de faire un pont parce que les services de Boost, hein, donc le syndicat de la Bolaire, n'acceptera jamais qu'on passe sur le gué existant. Et ça nous oblige également à faire un dossier loi sur l'eau. Alors quand je vois actuellement au sein de la communauté toutes les difficultés qu'on a avec les dossiers loi sur l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est environnement, espèces rares, etc. Donc moi j'ai téléphoné à Émilie Desheures du syndicat de la Bolaire, qui elle-même s'est renseignée auprès des services compétents. On
peut avoir l'autorisation de passer sur le gué existant. Et on n'a pas besoin de faire, dans ce cas-là, de dossier loi sur l'eau. Ce qui nous enlève une grosse épine du pied. Donc ça veut dire que vous utilisez un Z, quoi. Voilà. Ça et ça. Voilà. Voilà. Et donc, c'est la seule possibilité de réaliser ce projet dans des finances acceptables. Donc, à partir du moment où j'avais l'autorisation de passer sur le gué, donc sur le gué, on peut y passer toute l'année. Peut-être 2-3 fois dans l'année où l'eau passe par-dessus, ben à ce moment-là, on ne va pas, c'est tout. Hein. Et il n'y a pas besoin de faire de dossier loi sur l'eau. Donc, à partir de là, j'ai demandé un devis à 2 entreprises, une qui m'a été envoyée par le syndicat de la Bolaire, une entreprise de Metz qui avait déjà travaillé pour eux, et j'ai demandé un devis à Like de Gordrun, qui est actuellement le moins cher dans le secteur, et l'entreprise de Metz me font un devis de 72 000 € hors taxes, et Like me le ferait pour 49 000 hors taxes. Là, vous parlez de l'ensemble du... De l'ensemble, un cheminement empierré dans les règles de l'art, mais d'1,50 m de large. Sur toute la longueur, il y a pratiquement 800 mètres, hein. Il y a plus de 800 mètres. Voilà. Donc là, on est quand même dans des ordres de grandeur raisonnables qui nous permettraient de réaliser. Moi, je me refuse à inscrire 210 000 € dans un budget pour faire un... Donc là, on est sur une piste, à ce sens, pas la continuité de la piste. On va voir. Bon, moi, je ne savais pas trop où on allait au niveau estimation. Quand j'ai vu l'estimation de la communauté de communes, je ne savais pas trop où on allait. Donc, je me suis limité à 1,50 m de large. 1,50 m, ça veut dire qu'il n'y a plus. Tout est en recyclable. Il n'y a plus de passage. Si le tracteur peut passer. Si le tracteur passe par-dessus, quoi. Je pense qu'il ne faut pas le faire beaucoup plus tard, parce que sinon, on aura tendance à rouler dessus. Bon, maintenant, s'il y a deux, je ne pense pas non plus qu'une jambe va se croiser toutes les 5 minutes. Hein. On peut rouler un peu sur le côté ou s'arrêter. Attends, Marion, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Après, si on a des subventions, et on va faire des demandes, si on a des subventions, et si ça ne coûte pas plus cher que ça, Like pourra peut-être nous faire pour 70 000 €, élargissant un peu. Alors, peut-être en mettant 20 ou 30 cm de plus, hein, puisqu'il y a quand même entre Like et 22 000. Alors, et honnêtement, C'est de l'enrobé. Un enrobé tout le long. Moi, je utilisais un empierrement, je crois. L'empierrement, en plus, c'est l'enrobé dessus. Bon, moi j'ai bien expliqué aux deux entreprises que l'empierrement sur l'ancienne voie de chemin de fer, il n'y a pas besoin d'un gros empierrement, l'empierrement existe déjà, on voit bien que c'est surélevé, donc l'empierrement il est resté en place. Il suffit de racler la terre et l'air qu'il y a au-dessus et d'arriver sur un... Voilà. Donc, voilà. Sur le principe, je pense qu'on peut être d'accord avec un devis de 72 000 €. Hein. C'est dans les cordes du budget communal. Hein. On peut faire des demandes de subvention. Moi, à la date d'aujourd'hui, j'en ai repéré 2, des amendes de police. Donc j'avais rendez-vous avec Mme Bréjard du département sur le terrain il y a quelques jours, parce que entre la fin de la piste cyclable et le début de la descente, il y a une 50aine de mètres qui appartiennent au département. Et donc elle m'a autorisé à ce qu'on fasse ces 50 mètres-là pour rejoindre la piste communale, hein, la descente, la remontée et la partie plane en ligne droite jusqu'à l'atelier. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que bien que le devis de Like soit moins cher, qu'on fasse les demandes de subvention sur les 72 000 €, 71 924,25, ce qui nous laissera une petite marge, parce que si on fait la demande de subvention sur 49 000, si demain ça nous coûte un peu plus cher, la subvention restera limitée sur 49 000. Il vaut mieux faire une demande sur 72 000, on en aura peut-être pour 60 000, mais au moins les subventions auxquelles on peut émarger porteront sur la totalité de la somme. Voilà, ce qui n'est pas inclus là-dedans. Il n'y a aucun éclairage.
Non, pas d'éclairage. Non, non, non. C'est la continuation de la piste, il n'y a rien qui est éclairé. C'est une piste en race campagne, mais c'est pas éclairé. Ça sera éclairé à partir du moment où on arrive à l'atelier. Voilà, donc on a droit aux amendes de police. Madame Péjard me l'a confirmé. Et on a droit, on pourrait avoir droit à la DETR si on met en avant les problèmes de sécurité, de prévention des accidents de déplacement des enfants de Folbach-Zemin vers l'école Jean-Marie Pelt. Donc il faut que ce soit quelque chose qui montrera le dossier en conséquence pour bien démontrer que c'est par mesure de sécurité, pour mettre les gamins en sécurité, non seulement les gamins qui prennent la piste cyclable, mais également les enfants de l'école primaire qui viennent l'été ou du temps, s'ils le souhaitent, à vélo à l'école. On ne voit pas au chemin, et imaginez par exemple du poussier ou un truc qui se tasse, non? Le poussier ça peut durcir, mais si ensuite il y a un tracteur qui roule avec de la boue dessus, le poussier se mélange à la boue et ça n'arrive plus après. S'il n'y avait pas de tracteur ni de circulation, je dirais oui pour le poussier. Ouais. Mais là, peut-être que de temps en temps, au moins pour partie, on sera obligé de lessiver pour enlever la boue la plus épaisse. Ça peut arriver au moment du dégel, au moment de... L'idéal, ce serait quand même qu'on trouve le compromis pour que les tracteurs qui prennent la route, ça On peut leur demander, on peut leur demander. Si c'est l'ouvrier communal, ça ne pose pas de problème. Oui, mais bon, après... Oui, à ce moment-là, il y aurait juste une petite partie, la descente, la remontée. Quoi. Parce que si c'est pour le retrouver avec la boue, des machins... Oui, on peut. Ça ressemble tellement là-dessus. Ça roule pas beaucoup là. C'est juste un ridier, quand ils vont faire une toile, des choses comme ça. Ouais, mais si... moi, je roule au quad. Moi, à partir du moment où on ne peut pas prendre un arrêté pour interdire les machins, ça veut dire que ça sera ouvert à tout. Et donc, après, moi, je vois les gens qui se baladent. Moi, je sais que je ne passerai pas en quad sur un truc comme ça, mais après, je n'aurai pas les moyens d'interdire... parce que si les tracteurs sont autorisés, les quads pourront passer, les motos pourront passer, tout pourra passer. Et donc, après, comment on fera? Aujourd'hui, sur les pistes cyclables, On peut demander. À partir du moment où tu laisses passer un tracteur au-dessus, comment tu prends un arrêté pour dire tu as le droit de laisser survoler? Je ne sais pas si ça existe. Je ne crois pas. Non, mais il y a principalement Jean-Jacques Beltrager encore. Maintenant, en termes de subvention, si ma mémoire est bonne, si on demande une subvention au département, elle va être comptabilisée dans le nombre maxi de subventions qu'on a le droit. Est-ce que c'est un bon escient qu'on fait la demande au département? Parce que là, du coup, on tire une cartouche qu'on ne pourra pas réutiliser. Non, on ne fait pas de demande au département. Ça, c'est un truc particulier. Les amendes de police, c'est un budget à part. Ah non, c'est pas l'arbitraire, hein, c'est pas les demandes de département. Ça, je l'ai pas, pour l'instant, je ne l'ai pas prévu, hein, parce que moi, je souhaitais vous proposer donc, les deux délibérations suivantes. Hein. Le conseil municipal, après exposé du maire, démontrant la nécessité de réaliser cette portion de piste cyclable pour la mise en sécurité des élèves venant de Folbach-Zemin pour rejoindre l'école élémentaire Jean-Marie Pelt à l'écart de l'axe de circulation RD 62, très dangereux. Adopte le projet d'aménagement d'une piste cyclable entre la RD 57 Porte de Sierre et la piste cyclable existante RD 62 en passant par le chemin rural. Décide de réaliser le projet pour un montant de 71 924,25, fixe le plan de financement comme suit, coût du projet 71 924,25 hors taxe, DETR 43 154,55, j'ai mis le maximum 60%. Fonds libres communaux, on n'aura probablement pas 60%. Mais si on ne demande pas, on ne risque pas de les avoir. Pour libres communaux, 40%, 28 769,70. La part non subventionnée sera financée par les fonds propres de la commune. Sollicite le concours d'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, à hauteur de 43 155,55. Et la même délibération pour les amendes de police. Les amendes de police, c'est maximum 3%. Donc, amende de police, 21 577,25. Fonds libres communaux, 50 347. En fait, on fait les demandes de subvention séparément, mais si on cumule les deux, on peut arriver 50, 60 ou
Si on rentre dans les clous. Pour la DETR, j'ai un peu de doute, mais bon, il faudra aller voir le sous-préfet. Mais pour les amendes de police, Mme Péjard m'a dit que ça ne posait aucun problème, au contraire. Elle appuierait la demande, puisqu'elle donnera également son avis. Donc si vous le voulez bien, pour l'instant, on adopte ces deux délibérations, on fait les demandes de subvention, et au vu des demandes de subvention, je reviens devant le conseil municipal et on décide de l'inscrire budget 2017 ou au-delà. Mais ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est déjà de savoir que c'est réalisable à un prix correct. Quand j'ai vu le devis de la commune, 210 000 euros, j'ai dit c'est impossible. Donc du coup, là, ça ne serait pas, si on passe en direct, la communauté ne suivra pas les chantiers. Pas du tout. Ah non. Non, mais non, c'est pas un gros chantier. Hein. Oui, non, mais ça, non, je ne ferai pas les chantiers. Vous êtes d'accord pour ces deux délits? Alors, acquisition des parcelles 198 et 36 section 2 appartenant à M. Gass Alexandre. Bon, vous savez tous de quoi il s'agit. C'est la fameuse branche dont on parle régulièrement ici. Je vais vous faire déjà un cours historique, parce que c'est une histoire ancienne, un cours historique de ce dossier, tel qu'il figure dans les archives de la commune. Bon, après, il y a eu d'autres choses. Alors, moi j'ai délivré à M. Gass un permis de construire le 24 avril 2006. Donc ça fait plus de 10 ans. Il a fait une déclaration d'ouverture de chantier le 15 mars 2008. Déclaration d'ouverture de chantier qui n'ont pas donné lieu à de travaux. Il n'y a pas de travaux qui ont été réalisés par M. Gass. Pour des raisons personnelles que je connais, mais que je ne vais pas dévoiler ici. Ensuite, il y a eu... M. Gass avait trouvé un acheteur à la personne de M. Verducci de Neufchef, qui était d'accord pour lui acheter le bâtiment avec les plans et le permis existants, qui avait un accord verbal d'un prêt à la Dexia, qui a commencé, M. Verducci a commencé les travaux intérieurs, vous connaissez dalles, etc., sur ses fonds propres. Manque de chance pour lui, à quelques jours de signer son prêt pour les travaux, l'achat du bâtiment, etc., la Dexia a fait faillite. Et donc le prêt a été refusé. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, il a fait toutes les démarches nécessaires auprès des banques pour obtenir un prêt ailleurs qu'à la Dexia. Aucune banque ne lui a prêté de l'argent au motif que ses fonds propres, il les avait mis dans le bâtiment. Ce qui fait que M. Gass est toujours propriétaire de cette banque. Donc depuis, M. Verducci, ça c'était à peu près fin 2010. Depuis, il y a ici un échange de courriers, je ne les citerai pas tous, mais les principaux courriers échangés entre la mairie et M. Gass. Donc je prends l'exemple d'un courrier que je lui ai envoyé en janvier 2010, comme quoi il y avait des gravats au droit de son bâtiment, et qu'il y avait un certain danger, sans réponse. Il y a eu un autre courrier en mars 2014 pour les mêmes raisons, sans réponse. Le 11 août 2015, je lui ai adressé le courrier, comme à d'autres propriétaires de la place, avec la possibilité que le PFL pourrait acquérir son bâtiment dans le cadre de l'aménagement touristique et économique de Rodemack. Vous connaissez, c'est la convention avec le PFL. 11 août 2015, sans réponse de sa part.
le 15 septembre 2015, je lui ai fait un nouveau courrier en lui disant que s'il ne faisait rien, je serais amené à engager la procédure des bâtiments menaçant ruine. Parce que les textes sur cette procédure disent que si le maire veut se dégager de toute responsabilité en cas d'accident, il doit engager cette procédure. Si le maire n'a pas engagé cette procédure et qu'il y a un accident, le maire est responsable au même titre que le propriétaire. Donc 15 septembre 2015, procédure menaçant bâtiment ruine. Sans réponse au courrier. Sauf que j'ai été aimablement invité par Maître Houpert de Thionville, mandataire de M. Gass, pour que je m'explique donc sur l'état du bâtiment, sur la situation et sur les intentions de la commune. Donc je me suis rendu d'autant plus volontiers chez M. Houpert, puisque c'est également mon avocat. Et donc nous avons pu dialoguer et nous avons convenu de se revoir quelques semaines après, sauf que M. Gass n'a jamais repris contact et ne s'est jamais présenté en mairie, malgré mes demandes. Ensuite, j'ai fait un courrier à l'EPFL pour leur rendre compte de notre réunion chez l'avocat. Ça, c'était en octobre 2015. Début 2016, la brasserie artisanale, bon ça tout le monde le sait, a essayé de faire l'acquisition avant qu'il puisse s'établir dans la maison Stark. Donc, d'après les éléments qui m'ont été donnés, M. Gass a refusé de descendre sous 95 000 €. Au motif qu'il a acquis le bâtiment pour 80 000 et qu'il a eu des frais divers et qu'il a même dû payer des factures de M. Verducci, les dernières factures que M. Verducci n'avait pas assurées. Donc on est au début 2016. Entre-temps, la brasserie artisanale a refusé de donner ce prix. Et en octobre 2016, donc il y a quelques semaines, j'ai repris contact avec le PFL. Comme le PFL est propriétaire de la maison Stark et que une partie de cet immeuble est imbriquée dans la maison Stark, ça figure dans l'étude de faisabilité, pourquoi les deux sont parfaitement imbriqués les uns dans les autres. Donc j'ai sollicité le PFL par téléphone pour savoir si eux n'étaient pas intéressés, entre guillemets, pour en faire l'acquisition au nom de la commune, comme ils sont déjà propriétaires de l'autre bâtiment. Donc ça ferait un ensemble qu'on serait amené à racheter à l'EPFL, les deux ensemble, au moment de la réalisation du projet Stark. Et j'ai été devant un refus de l'EPFL compte tenu de la vétusté du bâtiment, au motif que l'EPFL ne veut pas garder en portefeuille un bien pendant 5 ans, bien pour lequel il risque d'y avoir des frais de consolidation. C'est le propriétaire qui, lorsque le maire prend un arrêté de péril, c'est le propriétaire qui doit à ses frais consolider le bâtiment. Le PFL a bien voulu nous suivre dans la maison Stark, mais n'est pas prêt à nous suivre dans cette procédure-là. Eux ne savent pas faire, ne l'ont jamais fait et ne veulent pas se lancer dans l'acquisition de ce bâtiment. Et comme j'ai depuis la négociation avec la famille Stark, j'ai de bonnes relations avec la personne de l'EPFL qui s'est occupée de ce dossier, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas prendre, parce que je voyais bien que M. Gass, pour des raisons que j'ignorais, mais que je sais aujourd'hui, mais je n'en parlerai pas ici, que M. Gass avait beaucoup de mal à rentrer en contact avec la mairie. J'ai demandé à cette personne de l'EPFL s'il ne pouvait pas sonder le terrain avec M. Gass, engager des négociations qu'on pourrait ensuite reprendre à notre compte, pour le compte de la commune. Voir où en était M. Gass et quelles étaient ses intentions,
puisque chaque fois que je le voyais, je l'ai encore rencontré il y a quelques semaines à Petite Carcassonne, je lui ai dit, monsieur Gass, il faut qu'on se voit. Oui, 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 monsieur le maire, je prends rendez-vous. Il n'a jamais pris rendez-vous. Et puis, fin octobre dernier, donc monsieur Ebrard de l'EPFL a eu monsieur Gass au téléphone à 2 ou 3 reprises, il m'en a fait part. Et puis, fin octobre, j'ai eu un contact téléphonique avec M. Yannick Dietrich Moretti, qui est architecte au Luxembourg, et qui s'est présenté comme le représentant et le mandataire de M. Gass. Que M. Gass l'avait mandaté pour discuter avec la commune. Et donc j'ai rencontré ce mandataire en mairie un samedi matin, le 5 novembre dernier, où on a fait le point une fois de plus, le poids de ce bâtiment, l'emplacement de ce bâtiment. On a discuté également de l'étude de faisabilité de la maison Starr, qui stipule à un moment donné. Il est à noter que le bâtiment parcelle 198 empiète sur la cour intérieure de la maison Starr et participe de facto à son architecture. Cette cour intérieure est un espace à part entière d'une grande qualité architecturale qu'il est capital de valoriser. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je vois mal valoriser la maison Starr, la cour et puis les bâtiments qui sont attenants, enfin, qui sont dans le prolongement de la propriété de M. Starr, si un autre, si un autre propriétaire venait à s'installer là, venait à restaurer ce bâtiment ou venait à construire là. Cette éventualité a été soulevée dans la conversation avec le mandataire de M. Gass. Il a dit non, ça c'est pas possible. Si M. Gass s'installe là, ou si quelqu'un d'autre s'installe là, en tous les cas, M. Gass n'acceptera jamais qu'on puisse accéder dans cette cour en passant devant chez lui. Voilà. Donc d'une part, ça pose des difficultés qu'une autre personne puisse s'y installer. M. Gass s'est bien rendu compte que ça lui poserait à lui également des difficultés s'il s'établissait à Rodemack, s'il restaurait ce bâtiment. Son architecte lui a fait plusieurs esquisses de restauration de ce bâtiment. Et donc, on arrivait à la conclusion qu'il nous fallait trouver un compromis, que c'était une situation bloquée, que M. Gass avait la volonté, d'une part, d'en faire quelque chose, pour lui personnellement, puisqu'il s'est bien rendu compte que à 95 000 euros, il n'arrivait pas à vendre, et il ne veut pas descendre sous 95 000 euros. Or, il a dit, je ne veux pas faire de bénéfices, mais je ne veux pas perdre d'argent. Donc, il a fallu trouver, on a essayé de trouver un compromis. Le compromis qui est arrivé dans la discussion, dans les différentes discussions engagées, et qui a été mis sur la table lors de notre discussion du 5 novembre, est le suivant. Échanger ce bien, donc les deux, l'immeuble de Gass, qui fait au sol 114 mètres carrés, échanger ce bien contre une place à bâtir au jardin du Castel. Voilà le compromis qui a été proposé. D'une valeur, J'y viens. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris contact avec la Sodévam, puisqu'on a une concession d'aménagement avec la Sodévam, pour savoir d'abord si c'était possible. Donc la Sodévam m'a dit c'est encore possible dans la tranche T2BA de 10 parcelles, puisque sur les 10 parcelles, il y en a 9 qui sont réservées, il reste une parcelle qui n'est pas réservée. Et donc ça se passerait de la façon suivante.
lors de l'acte de transfert du foncier communal à la SODEVAM soustrait l'emprise de la parcelle qu'on pourrait échanger, qu'on pourrait céder à M. Gass. Dans ce cas précis, la commune reste propriétaire de cette parcelle qui serait viabilisée et qu'ensuite nous, on est libre de vendre ou d'échanger, à condition d'y appliquer les mêmes conditions que pour les ventes de la SODEVAM. Cahier des charges de cession de terrain, visa hydraulique et visa de l'architecte conseil. Et la valeur de cette parcelle viabilisée serait déduite du résultat reversé à la commune en fin d'opération. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas d'argent à sortir. Et la valeur TTC, tout compris, de cette parcelle, s'élève à 82 880 € TTC. C'est-à-dire que si nous, on garde cette parcelle, comme la SODEVAM nous le propose, dans l'acte de vente ou dans l'acte d'échange, je ne sais pas, il faudra que je prenne contact avec le notaire, je ne sais pas quelle est la procédure dans ce cas-là, il serait inscrit 82 880 € TTC. Mais nous, on lui cède la parcelle. Sauf que on n'aurait pas à la payer. C'est-à-dire que le budget communal, on n'aurait pas d'argent à sortir du budget communal. Et on signerait un avenant avec la concession d'aménagement pour acter ces modifications. La SODEVAM se paye, déduit de ce qu'elle nous doit en fin d'opération, donc quand elle nous achète tous les terrains à la commune en fin d'opération, elle déduit ça de l'argent qu'elle nous doit. Voilà. Donc Monsieur Gass, lorsqu'on a discuté de ce compromis, M. Moretti-Dietrich a téléphoné à M. Gass, qui a accepté cette contrepartie et me l'a confirmé dans les jours qui ont suivi par un mail. Il dit ceci: pour faire suite à notre réunion du 5 novembre, je vous adresse ce compte rendu. Comme évoqué lors de notre entrevue le samedi 5 novembre, je vous confirme que M. Alexandre Gass, m'ayant mandaté pour le représenter à cette réunion, accepte la proposition soumise ce jour-là. Céder son bien immobilier situé dans le centre de Rodemack, place de la Fontaine, repris sur le plan cadastral sous les parcelles 198 et 36, respectivement à votre commune. En contrepartie, la commune céderait la parcelle 43, phase 2BA du projet immobilier des Jardins du Castel à Rodemack, inclut la viabilisation de celui-ci. Valeur annoncée entre 82 900 et 83 000. C'est exactement 82 880. Comme précisé lors de notre entretien, M. Gass est favorable à cette proposition, donnant lieu de sa future proche à la réalisation des projets de chaque partie, sous réserve d'acceptation du conseil municipal, dont nous espérons que la décision rejoindra le bon sens de tout à chacun. Sollicitez votre bienveillance, je reste à votre disposition pour toutes les informations complémentaires et utiles au bon déroulement des démarches à venir. Voilà. Vous savez autant que moi. Alors, ce que je peux encore dire, c'est que au bout de 10 ans, le projet n'a pas évolué parce qu'aucun particulier n'a pu l'acheter ou était intéressé à ce prix-là, je ne sais pas. La commune, elle est intéressée. Si on veut réaliser, on l'a vu lors de la présentation ici du projet de réhabilitation de la maison Stark, on a bien vu que c'était un ensemble, et qu'on pourrait difficilement, qu'on serait encore plus contraint par différents points si on n'avait pas ce bâtiment. On aurait des difficultés comme les deux bâtiments s'imbriquent les uns dans les autres, on aurait des difficultés. Soit ce bâtiment resterait en ruine et on aurait des difficultés, soit ce bâtiment serait
acquis par un tiers, et on aura des difficultés parce que je vois mal, si en plus on peut réaliser le projet qui est prévu à la maison Stark avec je sais pas, en admettant qu'il y a un restaurant qui se fasse, il y aura des problèmes de voisinage à tout moment. Hein. Il y aura des problèmes d'accès. Est-ce qu'on pourra utiliser l'accès entre ce bâtiment et le lavoir pour accéder à la cour? Je ne sais pas. Bon. Alors, à partir de là, c'est sûr que le prix peut sembler cher. Je l'admets, c'est une ruine. Mais quand je vois la DIA qui est passée sous mes yeux, que j'ai signée la semaine dernière, pour la maison de l'octroi, qui était 35 mètres carrés au sol, donc il y a une pièce, 3 pièces, l'une sur l'autre, hein, a été vendue 80 000 euros. Et là, pour le même prix, un bâtiment plus dégradé, je l'admets, pour le même prix, on a quand même une surface au sol de 114 mètres carrés. Donc, pour sortir définitivement de ce problème récurrent au centre du village, hein, je pense que la proposition que je fais, en tous les cas c'est mon avis, hein, elle est tout à fait raisonnable. Elle ne grève pas le budget communal, parce que c'est de l'argent qui ne sortira pas, c'est de l'argent qu'on aura au moins dans quelques années. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Hein. Moi, je dois savoir autant que moi. Moi, par rapport à ce dossier, j'ai quand même quelques remarques. Parce que bon, je vais voter contre, mais je vais quand même vous dire pourquoi. Mais comme vous avez la majorité, vous le ferez quand même, mais bon, j'ai quand même envie de vous dire ce pourquoi. Voilà. Alors d'abord, parce que 82 000, c'est vrai que 82 880, c'est juste une aberration monumentale de payer un bien dans cet état. Pour exemple, la grange que vous avez achetée à côté, c'était 30 000, là on va payer 3 fois plus, 45 000. Bien. Donc, aujourd'hui, payer 82 000, parce que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, au final, ça coûtera à la commune 82 880 euros pour, et je m'en étais déjà exprimé là-dessus, j'avais dit le seul intérêt de ce bâtiment, et vous m'aviez répondu, et j'ai bien noté votre réponse, c'était qu'un jour il s'effondre et qu'il ne soit plus là, ce qui aurait permis d'avoir une place cohérente et pour le multiservice. Ça, c'est un rêve. Je sais. L'ABF ne nous autorisera jamais oui, d'accord. à laisser un bâtiment. Et s'il s'écroule tout seul, Il faudra le reconstruire. L'ABF n'autorisera pas. Non. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que quelque part, je vous avais déjà fait la remarque aussi, parce que j'ai l'impression qu'on dit un peu, vous dites que l'intérêt pour nous, c'est de ne pas dépenser. On ne sent rien. Ça, effectivement, on ne sent rien. Mais on se prive d'une recette qui devait tomber. On sait très bien que, on vient de l'évoquer, la piste cyclable 70 000, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit, le bâtiment Stark, le contexte et tout, 3 millions et demi, est-ce qu'un jour on sera capable de réaliser ça sans augmenter les impôts 20 ou 30%, j'en sais rien. Je ne veux pas faire des projections comme ça. Mais ce qui me gêne, moi, c'est que, si je tiens bien les comptes là, de mémoire, 100 000 euros d'avance FCTVA, 100 000 euros de la SODEVA la dernière fois, 82 880. Bientôt, on est à 300 000 euros d'argent, d'apport qu'on devrait avoir dans les années à venir. Et voilà, ils ne seront déjà plus là, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, je nous vois mal nous préparer pour l'avenir. Alors, c'est vrai que moi, je pense tout simplement qu'ils ne trouveront jamais personne qui achètera ce bien à ce prix-là. Vous dites que c'est le danger, là je ne peux pas partager votre avis. Personne ne sera assez stupide un jour pour aller l'acheter dans l'état où il est. Et ça fait peur à tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu des prix, moi je me rappelle quand Olivier l'a acheté à Georges Delvecchio et qui a monté, puis c'est monté crescendo. C'est vrai, la maison d'octroi, bon, outre le fait que c'est, comme on dit, la maison la plus vieille de Rodemack, non, c'est l'autre là-bas, oui, je mélange, mais bon. Voilà, elle a encore un intérêt, je vous l'avais dit, d'ailleurs un peu architectural et par rapport au rempart. Mais là, moi ce qui me gêne, c'est fondamental, ça me bloque complètement, quoi, dire qu'on va dépenser 82 180 pour ça, quoi. Et le seul truc que je voudrais, c'est que ça disparaisse. Parce que pour l'image du village, pour le machin,
même si c'est pas possible, mais demain, allez, vous nous dites aussi, oui, ben, c'est architecturalement, ça va dans le contexte. À l'époque, même si j'en avais préempté, vous avez fait faire l'étude en intégrant déjà ce bâtiment. Aujourd'hui, voilà, on peut faire l'étude sur le bâtiment. On le sait très bien, de toute façon, que les garages, on ne les aura pas, que ça ne conviendra pas, il va falloir, et puis on est doué d'avoir les financements pour un jour réaliser ce bâtiment. Donc aujourd'hui, moi, voilà, vous savez pourquoi je voterai contre, parce que voilà, je trouve qu'on s'endette trop par rapport aux recettes qu'on devrait percevoir. Je suis tout à fait d'accord qu'on budgète une piste cyclable, qu'on budgète des choses comme ça, parce qu'il y a un réel intérêt. Là, je nous vois mal nous préparer pour l'avenir. Et puis, quelque part, ça sera toujours plus fort. Moi, je ne vous voterai jamais le prix. Enfin, voilà, c'est 82 880 €. Le propriétaire, c'est inespéré pour lui, parce que jamais il arrivera à le vendre, de toute façon, sans bien. Jamais. Donc, soit il devient raisonnable et on l'achète à un prix, voilà, acceptable. Que lui se soit fait berner, qu'il ait fait une mauvaise affaire, je peux le concevoir. Maintenant que nous, on aille s'engouffrer là-dedans, je trouve que ça serait... je dis qu'il faut peut-être attendre. De toute façon, on sait très bien que le projet final, on ne va pas pouvoir le réaliser, consolider, je pense, de ce que j'en ai vu avec les dalles qui ont été prises sur la ceinture, parce que j'ai déjà réalisé ce genre de truc, le bâtiment ne tombera pas. Dans l'état où il était initialement, il y avait un risque. Comme il est là, il ne tombera pas. Pour moi, il ne tombera pas. Donc, non, les dalles sont greffées dans les machins, ils les ont pris avec les ferrailles, quand il les a fait. Je l'ai vu les prendre, je l'ai déjà fait, rue du Général Zimmer, ça. Et c'est un architecte qui m'a conseillé de faire comme ça, et quand on fait comme ça, c'est les dalles qui tiennent tout le bâtiment ensemble. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait peut-être rester ferme. Alors, si vous voulez l'acquérir, moi je suis tout à fait d'accord, mais pas à ce prix-là. C'est tout ce que j'ai à dire, et c'est pour ça que nous, on votera contre, quoi. Parce que... Moi, je n'ai pas la même opinion. Hein. Je pense que si justement on veut réaliser la maison Starck dans les années futures, ce bâtiment nous est indispensable. Il nous est indispensable parce qu'on aura trop de difficultés à réaliser pour partie, et on l'a vu lors de l'étude de faisabilité. Après, le prix, je reconnais qu'il est cher, mais si on compare à d'autres ventes qui ont eu lieu récemment, et même un peu au-delà, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Mais sur de l'octroi, je ne sais pas, moi je ne donnerai jamais 80 000, mais quelqu'un l'a donné, donc c'est les prix à remac. Hein. Malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Hein. D'autre part, M. Gass, s'il avait voulu vendre, depuis 10 ans, il l'aurait fait. Hein. Ce n'est pas les clients qui ont manqué. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, on a laissé traîner aussi. Ça fait 10 ans qu'on laisse traîner. À un moment donné, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas pensable. Vous voyez, un seul instant, on a la possibilité de rénover la maison Starck avec la cour intérieure, le bâtiment, et on a une ruine à côté. C'est pas pensable, ça rime à rien. Ça rime à rien. Soit on fait l'ensemble, soit on a les moyens de faire l'ensemble, soit on n'a pas les moyens, puis on verra bien. Mais si on réalise une partie et qu'on a une ruine à côté, non, c'est pas pensable. Pour moi, c'est pas pensable. D'autres interrogations ou questions? Du coup, on sera propriétaire, il faudra aussi faire quelque chose pour la sécurité publique. Ah ben... c'est des moyens, c'est aussi des frais. C'est le PFL qui sera propriétaire. Oui, qui sera propriétaire, c'est nous. Non, c'est nous qui allons. Le PFL ne peut pas parce qu'il ne veut pas. Voilà. Il faudra qu'on... Oui, peut-être. Il faudra déjà qu'on ferme le bâtiment. Parce qu'actuellement, il est ouvert à tout vent. Il faudra déjà qu'on ferme le bâtiment. Il faudra déjà qu'on voit, qu'on fasse... mais bon, moi je l'ai fait, toutes les entreprises et tous les professionnels qui sont passés à côté pour le multiservice, je leur ai donc demandé leur avis. J'en ai discuté longuement avec l'architecte, bon, il est quand même architecte, hein, il a quand même quelques notions. Pour lui et pour les gens qui ont consulté, il n'y a pas beaucoup de risques. Non, c'est plus Il n'y a pas beaucoup de risques. Dans les murs, ça Voilà. Après, pour en faire quelque chose, ça c'est une autre affaire. Est-ce qu'on pourra utiliser voilà, ça c'est autre chose. Hein. Bien qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités.
choses qui sont beaucoup moins lourdes que de la maçonnerie ou des dalles béton. Hein. Je veux dire, la commune, il n'y a aucun moyen de pression entre... Non. Non. Le seul moyen qu'on a, c'est un arrêté de péril, mais ça n'oblige à rien. Ça n'oblige à rien, ça permet uniquement de décharger le maire. Et c'est même plus grave que ça, et si le propriétaire ne fait rien, c'est la commune qui doit faire les travaux de consolidation à sa place et doit récupérer son argent au moment d'une vente. On tourne en rond. Hein. Voilà, ça c'est la loi. Bon. Et encore, pour reprendre l'arrêté de péril, il faut passer par un juge. Ce n'est pas le maire qui peut décider des travaux à réaliser. Le juge désigne un expert qui dit « Monsieur, pour consolider votre bâtiment, vous devez faire ça, ça, ça et ça. » Voilà. Donc on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Donc la délibération que je vous propose est la suivante. Le maire fait part des courriers envoyés et des discussions engagées depuis 2008 avec M. Alexandre Grasse, propriétaire des immeubles, vu le permis de construire, accordé le 21 avril 2006, 24 avril, vu la déclaration d'ouverture de chantier, vu les travaux réalisés en 2010 par Altienne, vu l'étude de faisabilité, je l'ai lu tout à l'heure, le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, accepte le compromis suivant. M. Gass cède son bien immobilier situé dans le centre de Rodemack, place de la Fontaine, sur les parcelles 198 et 36. En contrepartie, la commune cède la parcelle numéro 43, phase T2BA au Jardin du Castel, inclut la viabilisation, valeur à la vente 82 880 TTC. Un avenant à la concession d'aménagement sera passé à Cassio des Vannes pour acter cette modification. Voilà. Une question ? Deux voix contre, deux contre. Voix pour, tout le monde ? Merci. Alors, on passe au contrat de ruralité. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors, lors d'un comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, décidant de la mise en place de contrats de ruralité. Ensuite, il y a une circulaire du ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales du 23 juin 2016. Et c'est un dispositif qui doit être mis en place avant la fin de l'année 2016. Qui a pour objectif de coordonner les outils, dispositifs et moyens existants pour développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises. Considérant que le contrat de ruralité constitue le cadre de cohérence de l'action publique pour créer une véritable dynamique pour le développement des territoires ruraux. Le contrat de ruralité s'appuie sur un diagnostic territorial de la communauté de communes, recensant les potentialités et les faiblesses du territoire autour de 6 axes prédéfinis. L'accès aux services publics et marchands et aux soins, la revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de l'habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres villes-bourgs, l'attractivité du territoire, les mobilités locales et l'accessibilité au territoire, la transition écologique et énergétique, la cohésion sociale. Il s'agit d'un plan d'action annuel et chiffré. Le contrat de ruralité est signé entre l'EPCI, donc la communauté de communes, et les services de l'État. Le conseil régional, chef de file de l'aménagement du territoire régional, est également un partenaire privilégié du contrat de ruralité. Peuvent aussi être associées les communes, chacune pour les actions relevant de ses compétences, et ainsi intégrer et déposer des dossiers au financement en propre maîtrise d'ouvrage. Donc, les renseignements qui nous ont été donnés par le sous-préfet dans un premier temps et par le président de la communauté de communes, M. Michel Paquet, lors du dernier conseil communautaire qui a eu lieu de mémoire, c'était quand ? 6 oui, le 6, nous a indiqué que le contrat de ruralité qui est proposé par les services de l'État à la communauté de communes de Cattenom et environ devait être finalisé pour le 31 décembre. Il est actuellement finalisé. Les services de la communauté de communes l'ont finalisé.
Il a été présenté au Conseil communautaire du 6. Les communes intéressées par ce contrat de ruralité doivent délibérer avant le 31 décembre. C'est la raison pour laquelle c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. On doit délibérer sur quoi? Alors, le contrat de ruralité pour le département de la Moselle propose une somme de 3 millions d'euros. Actuellement, la communauté de communes de Cattenom est la seule communauté à être en capacité, il y en aura peut-être une deuxième, mais pour l'instant, au moment où je vous parle, on est la seule communauté de Moselle à avoir établi ce contrat de ruralité qui couvre les années 2017 à 2020. Les 3 millions d'euros, c'est uniquement pour l'année 2017. Après, ce qui se passera les années suivantes, bon, c'est autre chose. 2017, c'est 3 millions d'euros. Normalement, ces 3 millions d'euros devraient tomber dans les caisses de la communauté de communes de Cattenom et des communes qui ont des projets qui sont prêts. Le président de la communauté de communes a souhaité que cet argent soit partagé entre les projets communautaires et les projets communaux. C'est la raison pour laquelle il a fait appel aux communes pour qu'elles puissent inscrire, les communes qui le souhaitent, pour qu'elles puissent inscrire des projets phares qui rentrent dans les 6 axes là, au contrat de ruralité. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la communauté de communes a inscrit un certain nombre de projets, dont un qui nous intéresse, à savoir la valorisation de la citadelle, l'intégration de l'office de tourisme communautaire et la rénovation du pavillon des officiers en changeant toutes les menuiseries. Ça, c'est, pour notre commune, c'est le volet numéro 1 du contrat de ruralité, qui serait donc maîtrise d'ouvrage assurée par la communauté de communes de Cattenom. Elle a inscrit d'autres projets, création d'une maison de la nature, construction d'une chaufferie bois pour les bassins aquatiques, de Breistroff-la-Grande, création d'un garage éco-solidaire et création d'une ressourcerie. Création d'un 5e multi-accueil et une pépinière d'entreprise bâtiment relais. Et un parking de covoiturage à Roussy-le-Village. Ensuite, les communes ont rajouté des projets. Et donc, en ce qui concerne la commune de Rodemack, j'ai fait rajouter la réhabilitation d'un immeuble au cœur du bourg, donc la maison Schnapp. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est inscrit. Ce contrat a été validé par la CCCE. Je vous propose de le valider ce soir en commune. Il sera signé entre le préfet ou le sous-préfet, la CCCE et les 20 communes de la communauté courant janvier pour qu'il rentre en application tout de suite. Donc ça veut dire que nous, si ce contrat est signé, si entre 2017 et 2020, l'État débloque des fonds au titre de ce contrat, on peut être subventionné par l'État pour la réhabilitation de la maison Schnapp. Ça c'est pas défini pour l'instant. Pour l'instant, on connaît la somme globale. Ça sera par l'État ou au travers de la communauté? Ça sera par l'État, les fonds viennent de l'État. Mais directement ou Normalement directement. Normalement directement. Ça serait distribué entre les différentes collectivités, attribué aux différentes collectivités, mais ça serait versé directement par l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fonds d'État peuvent être cumulés avec toutes les autres subventions existantes. Par exemple, la DETR, qui est également une subvention de l'État, peut se cumuler avec ce contrat, ce qui rentre dans le contrat de ruralité. Donc, pour nous, ça peut être intéressant, bon, les fonds du département, c'est-à-dire que généralement, le même financeur ne peut pas cumuler 2 types de subventions. Donc, là, en l'occurrence, l'État finance le contrat de ruralité, finance la DETR. Dans le cas précis, il peut financer les deux. On peut y ajouter le département, peut-être la région, peut-être d'autres subventions, mais pour ce faire, il faut monter un dossier, il faut choisir un architecte, il faut
avancer sur le dossier. Voilà. Donc on est, sachez, on est fléché dans le contrat de ruralité 2017-2020 pour la revitalisation centre-bourg, accès aux services et aux soins et attractivité du territoire. Donc on remplit trois axes sur les 6. Voilà. D'autres communes ont mis des travaux également, moins importants que nous, mais Mondorf en a mis 2, aussi le village. Donc l'important pour l'instant, c'est d'approuver la délibération, je vous ai lu tout à l'heure. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer le contrat de ruralité et tout document afférent. Voilà. Donc, je crois que ça ne se refuse pas. Ouais. Voilà, une fois que... Et enfin, le dernier point qui s'est rajouté. Alors, je ne reviendrai pas sur le problème des attentats, mais suite à des ministères, suite à des circulaires et des instructions du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale, du préfet, etc., j'en ai pagaille là, on a eu une réunion du conseil d'école, on a également eu une réunion à l'école, dans les 2 écoles avec le gendarme référent qui était présent à ces réunions pour nous conseiller au niveau des travaux qu'il était impératif de réaliser, sachant que même en faisant ces travaux, on ne part pas à tout, c'est impossible de parer à toutes les situations, mais il faut réaliser, si c'est possible, le maximum de choses. En ce qui concerne l'école de Rodman, bon, il a bien repéré que le mur d'enceinte était relativement haut et que pour accéder à la cour, c'était encore peut-être par le portail d'entrée qui est généralement ouvert, qu'on pouvait passer. Donc moi j'ai dit que j'allais me renseigner, parce que s'il y avait une possibilité technique de réaliser donc une fermeture du portail, mais du portail existant. Parce que je n'ai pas envie de changer le portail, parce que si c'est pour changer un portail comme à l'école maternelle qui remplit la moitié qu'on peut passer par-dessus, c'est pas la peine. Et donc je me suis adressé à différentes personnes et j'en ai parlé à la société, au responsable de la société qui a équipé en extincteur et le multiservice. Et ce patron de société travaille avec une autre personne qui est plus spécialisée dans la sécurité. Ils ont été ensemble à un salon de la sécurité à Paris et ils nous ont proposé donc des matériels qui existent, qui fonctionnent bien pour sécuriser le portail de l'école. Il s'agit donc de mettre un portail, un bouton d'appel, au droit du portail, qui active donc un carillon sur un téléphone portable. Donc on pourrait donner un téléphone portable à la directrice, au périscolaire, mettre un téléphone portable dans le hall d'accueil. Bon, il y a possibilité d'en installer 4. Là, ils nous en proposent 3. Et donc la personne sait et peut voir sur le portable qui est devant le portail. Donc non seulement elle peut ouvrir le portail de sa salle de classe, ou du hall d'accueil, ou de l'accueil périscolaire, mais elle peut également voir et parler à la personne qui est devant le portail. Et donc suite à ça, suite à la visite à Paris et suite à une petite visite sur place, ils nous font la proposition suivante. Il convient de prévoir en extérieur un portier vidéo sonnette sans fil qui permettra de communiquer avec des récepteurs sans fil portables avec écran LCD jusqu'à une portée de 100 mètres en champ libre. Nous avons bien noté que le nombre de récepteurs à prévoir a été de 3, un dans le hall d'entrée, un dans la zone périscolaire à l'étage et un pour la direction. À noter que le système peut évoluer jusqu'à 4 récepteurs. Nous avons relevé lors de la visite la nécessité de s'assurer que les 2 ouvrants du portail extérieur soient correctement alignés avec un bon maintien de la partie fixe, afin d'assurer une bonne fermeture par ventouse électromagnétique. Il faudra prévoir aussi la mise en place d'une alimentation
sur le portier vidéo d'unité de gestion. Donc, pose d'une ventouse électromagnétique sur le portail extérieur, tirage des câbles, passage de tubes ou coulottes dans les combles, mise en service et paramétrage des systèmes. Donc, il y a un kit comprenant un portier et 3 unités portables, 934 €, l'unité de gestion 69 €, une alimentation électrique 175 €, une ventouse électromagnétique 500 kg 172 €, forfait câble boulotte tube 98 € et 975 € de main-d'œuvre. Test et formation du personnel. Total hors taxe 2423 €. Alors, à ce niveau-là, les services de l'État, du ministère de l'Intérieur, ont mis en place, donc on rentre dans les travaux et investissements éligibles, puisqu'il y a la vidéoprotection, portail, barrière, clôture, porte blindée, interphone, vidéophone, filtre anti-flagrant pour les fenêtres en rez-de-chaussée, barodage, etc., sont subventionnés. Il y a des crédits qui ont été ouverts et on peut demander jusqu'au taux maximum de 80% du coût hors taxe. Les demandes de subvention seront étudiées au cas par cas et sur proposition des préfets pourront être allées jusqu'à un taux maximum de 80% du coût hors taxe. Et sans être inférieur, donc la part communale ne peut pas être inférieure à 20%. Donc si vous êtes d'accord, parce que je pense que ça c'est quand même indispensable compte tenu de la période dans laquelle on vit, c'est une demande également des enseignants, c'est une demande de l'Éducation nationale, c'est une demande du gendarme référent, et je pense également des parents Pour d'élèves. l'école maternelle. Alors l'école maternelle, la situation est différente, le bâtiment est fermé. Le bâtiment est fermé à clé. Pour les petits, Voilà. toujours Et le portail est fermé pendant le temps scolaire. Mais la différence entre l'école primaire et l'école maternelle, c'est qu'à l'école maternelle, on peut voir la personne qui rentre ou qui est au portail. À l'école primaire, c'est pas possible, on ne peut pas voir. Donc actuellement, ça reste ouvert. Donc actuellement, l'école est fermée à clé, mais le portail est ouvert. Parce que les enseignants ne veulent pas, lorsqu'il y a quelqu'un qui sonne au portail, sortir de la classe, laisser les élèves tout seuls et puis venir jusqu'au portail. Donc ça serait la solution pour remédier à cette situation et en même temps sécuriser l'école élémentaire, l'école primaire. Donc il y aura encore des petits travaux moins importants à faire. Par exemple, ils ont préconisé, parce que lorsqu'il y a une alerte attentat, les enfants doivent ou se regrouper tous dans un même lieu, un lieu qui devrait ne pas donner sur l'extérieur, dans lequel il n'y a pas de vitre extérieure, mais l'école primaire ça n'existe pas. Donc dans le cas où ils ne peuvent pas se regrouper dans un même lieu, les directives sont qu'ils doivent rester dans leur salle de classe. Ils doivent se mettre sous les tables, sous les bancs, et ne pas bouger, ne pas faire de bruit. Mais dans ce cas-là, il faut un système pour fermer la salle de classe de l'intérieur, soit un verrou, soit une barre qui ferme la salle de classe de l'intérieur. Pour le reste, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Voilà. C'est les deux choses qui ont été préconisées qui sont préconisées dans toutes les écoles à peu près. Oui, ça dépend des écoles. Oui, ça dépend de la configuration, mais au moins, ou le regroupement dans une pièce centre d'école, ou alors le confinement dans la salle de classe. Et également, mais ça c'est déjà en place à l'école élémentaire, à l'école maternelle aussi, un système d'alerte qui est différent du système d'alerte d'incendie. Il y a un autre bruit que les enfants reconnaissent. Et puis ils doivent faire trois exercices par an. Voilà, donc la proposition qui vous est faite, c'est de solliciter une subvention exceptionnelle auprès du ministère de l'Intérieur à hauteur de 80%, mettre en place ce système permettant de sécuriser et de gérer le portail d'accès à la cour de l'école élémentaire Jean-Marie Pell, autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet. Donc dans le cas où on aurait 80%, il resterait 500 € à notre charge, mais je
j'ose pas trop espérer 80%, mais bon, tout ce qui sera donné sera bienvenu. Des questions? Non? On est d'accord pour la délibération? Merci. Donc moi j'en ai terminé. Si vous voulez bien signer les